Je m'appelle Laurie Filmer, aussi connue comme Laurie Shaver. Je viens devant vous aujourd'hui juste pour vous dire que nous avons nos soupçons, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été prise pour cible. Je suis une fille. Je suis une amie. Je suis une voisine. Je suis une servante de Dieu. Je suis une épouse. Je suis mère dévouée de 4 enfants. Coucou mes meilleurs amis du True Crime, bienvenue pour un tout nouvel épisode de Seriously. Salut tout le monde, bienvenue pour un tout nouvel épisode de Seriously. Je suis votre hôte, Annie Elise, et je suis là pour vous expliquer une nouvelle affaire de True Crime. Alors, si vous découvrez le podcast pour la première fois, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que nous faisons ici sur Seriously. Je sais que c'est un peu difficile à prononcer, d'accord? Et croyez-moi, je sais que le nom n'est pas facile à dire. Mais ici, ce que j'aime faire, c'est discuter de ces affaires de façon plus conversationnelle, un peu comme si vous parliez avec votre ami, votre sœur ou, vous savez, votre meilleur ami passionné de True Crime, ce que j'adorerais être pour vous. Mais, disons, d'une manière moins clinique et moins stérile que celle dont on parle souvent de ces affaires, je trouve. Vous savez, j'ai grandi en regardant 60 minutes, Dateline, des documentaires, tout ça, et je les regarde toujours, ne vous méprenez pas, mais j'avais l'impression de vouloir quelque chose où les gens me parleraient de ces affaires comme si c'était ma sœur et moi sur le canapé, ou comme si une amie essayait de me mettre à jour sur une affaire. Ici, on aborde les sujets plus décontractés et je m'exprime selon mon ressenti. Je parle des signaux d'alerte, c'est comme si on discutait entre amis. Et l'affaire d'aujourd'hui, d'accord, celle dont je vais te parler aujourd'hui est vraiment incroyable. J'ai eu l'impression que c'était un peu comme un film Lifetime quand j'en ai entendu parler d'abord. Et ça pourrait très bien en devenir un, ou ça le sera sûrement à l'avenir, mais ça montre à quel point certaines personnes peuvent devenir complètement déséquilibrées, tu vois? Je veux que tu imagines ça un instant, d'accord? Imagine que ton ami disparaisse soudainement. Pendant ce temps, leur conjoint a une douzaine d'histoires différentes sur l'endroit où ils sont allés, avec qui ils étaient, ce qui s'est passé. Puis, boum, tout à coup, une énorme preuve, un indice, bouleverse complètement toute l'affaire. Les gars, la fin de cette histoire réserve un rebondissement inattendu. Moi-même, je ne m'y attendais pas. C'est une de ces affaires dignes de montagnes russes. Je vais donc me taire. Je vais entrer directement dans le vif du sujet, alors attachez vos ceintures, parce qu'on a beaucoup de rebondissements qui nous attendent. Donc, en novembre 2015, Michael, Mike Shaver, a disparu sans laisser de traces. Un moment, il était chez lui avec Laurie et leurs enfants, Isabelle et Aiden, puis soudain, il avait disparu. Maintenant, Laurie dit que sa disparition est survenue après encore une autre dispute entre eux deux, et ces disputes étaient assez fréquentes. On aurait dit que leur mariage s'effondrait, une suite de disputes, puis soudain, celle-ci. Et dans le feu de l'action, Mike est simplement sorti de leur maison à Claremont, en Floride, il est juste parti et ne s'est jamais retourné. Et c'était la dernière fois que Laurie, Isabelle et Aiden le verraient ou auraient de ses nouvelles à jamais. Au début, Laurie pensait que Mike reviendrait. Je veux dire, peut-être pas tout de suite, mais un jour. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, la réalité a commencé à s'imposer. Mike était parti pour de bon. Alors Laurie a fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle a commencé à aller de l'avant. Elle voulait continuer et vivre sa vie. Recommencer n'était pas facile pour elle car en 2015, Laurie et Mike avaient déjà la trentaine avancée. Ils avaient aussi été ensemble pendant plus de 20 ans, donc recommencer après 20 ans, je veux dire, ce n'est pas une mince affaire. Leur relation avait commencé bien avant que le mariage et les enfants n'entrent en jeu également. Je veux dire, donc l'histoire qu'ils partageaient rendait aussi la disparition soudaine de Mike encore plus difficile à comprendre. Maintenant, Laurie se retrouvait soudainement dans la position d'une mère célibataire, essayant de gérer cela, d'élever ses 2 enfants seuls, tout en gardant les choses ensemble et en restant émotionnellement forte pour eux aussi. Alors elle a fait ce qu'elle pouvait pour que tout reste aussi normal que possible, même lorsque les bavardages, les rumeurs et les chuchotements du quartier ont commencé à s'accumuler. Parce que pour ceux qui connaissaient Mike, quelque chose dans sa disparition ne collait tout simplement pas. Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, un mari ne disparaît pas simplement dans la nature, n'est-ce pas? Un père ne quitte pas ses enfants sans laisser de traces. Normalement, sauf s'ils sont irresponsables, mais c'est pourtant ce qui semblait s'être produit ici.
Revenons un instant en arrière pour évoquer la rencontre de Mike et Laurie ainsi que leur enfance, car il est important d'avoir une vision complète d'eux avant d'aborder la suite. Leur histoire débute dans le nord de l'État de New York, où ils ont grandi. Mike était le troisième de 4 enfants. Il a été élevé par une mère célibataire. Et dès son plus jeune âge, il était vraiment fasciné par le fait de comprendre comment les choses fonctionnaient. Il adorait bricoler, réparer et construire, que ce soit de vieilles radios, des appareils cassés ou des vélos abandonnés. Il ramassait simplement ce que beaucoup de gens considéraient comme des déchets, puis il démontait tout et remontait tout à nouveau. Et toutes les deux, Laurie et Mike, se sont rencontrés pour la première fois au collège. C'est pour dire à quel point leur histoire remonte loin. Dès qu'elles se sont croisées, le courant est tout de suite passé entre elles. Alors, avec le temps, leur amitié s'est transformée en béguin, puis le béguin est devenu une relation amoureuse, la relation amoureuse est devenue sérieuse, la relation sérieuse a mené aux fiançailles, et les fiançailles ont mené au mariage. Tout cela s'est fait sur de nombreuses années. Ils se sont mariés peu de temps après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, puis ils ont commencé à construire leur vie ensemble. Mike rêvait de devenir pilote et voulait vraiment obtenir sa licence de pilote de ligne. Il a finalement obtenu un emploi chez Piedmont Airlines. Puis, pendant son temps libre, il travaillait sur des avions de course, ce que je ne savais même pas que ça existait, mais on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que leur relation évoluait, Laurie travaillait aussi, et elle s'est construite une carrière dans le secteur de l'assurance, pendant que Mike poursuivait sa passion pour l'aviation. Leur vie était un peu partout, n'est-ce pas? Son travail était dans l'industrie aérienne commerciale. Cela l'emmenait de ville en ville, d'État en État, je veux dire partout, toujours en déplacement, parfois même à l'international. Ainsi, tous ces déplacements impliquaient de déménager souvent leur famille, qui continuait de s'agrandir. Mais avec l'arrivée de leurs 2 enfants, Isabelle et Hayden, ils ont commencé à repenser tout leur mode de vie. C'était difficile à gérer. C'était beaucoup. Je veux dire, déménager d'un endroit à l'autre, c'est une chose quand il n'y a que toi et ton partenaire. Mais quand tu as des enfants et que tu veux leur donner une routine, des racines, ça complique les choses, non? Mike et Laurie ont décidé de chercher la maison idéale pour y élever leur famille. Et finalement, ils l'ont trouvée. Une propriété spacieuse et magnifique à Claremont, en Floride, une zone très calme et rurale juste à l'extérieur d'Orlando. C'était tout ce qu'ils espéraient, 2 hectares, assez d'espace pour que les enfants courent partout et même pour des animaux. Ils ont vraiment adopté la vie à la campagne, allant jusqu'à ajouter des canards et des poules chez eux. Ils adoraient cette vie. Mais maintenant, avec cet équilibre et cette stabilité à la maison, ça a vraiment éveillé quelque chose chez Mike. Il avait maintenant envie de ce même genre de, je ne sais pas comment on appelle ça, pas vraiment des racines, mais ce même genre de stabilité dans sa vie professionnelle aussi. Il aimait l'aviation, mais détestait les longues heures et les déplacements constants, trop épuisants. Il détestait surtout être éloigné si longtemps de sa famille. Alors, avec le temps, il s'est vraiment mis à désirer un changement, quelque chose qui, vous savez, le garderait plus près de chez lui, qui le garderait ancré. Puis, une opportunité idéale s'est présentée quand il a obtenu un poste de mécanicien à Disney World. Il travaillait sur les monorails, ces véhicules qui transportent les visiteurs dans tout le complexe. Vous les avez sûrement déjà vus. Et pour quelqu'un qui adorait réparer des choses depuis qu'il était enfant, cela ressemblait maintenant à un rêve devenu réalité. Il les aidait comme mécanicien, un peu d'ingénierie, je pense. C'est aussi à, vous savez, Disney World, l'endroit le plus heureux du monde. Et si tu adorais faire ça quand tu étais enfant, je veux dire, ça semble un peu être le destin, non? Donc, pour le monde extérieur, Mike et Laurie avaient construit une vie que beaucoup de gens envieraient. Je veux dire, amoureux du lycée, 2 enfants, une belle maison spacieuse pour des animaux, cultiver, faire tout cela, 2 carrières stables. Je veux dire, c'est vraiment ce que tout le monde espérerait avoir un jour, non? Mais comme nous le savons, la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être de l'extérieur. Et derrière des portes closes, leur relation était loin d'être parfaite. Avec le temps, les tensions entre eux se sont intensifiées. Ce qui avait peut-être commencé comme une dispute ou une querelle conjugale typique a commencé à se transformer en quelque chose de bien plus toxique et dangereux. Leur mariage était marqué par ces disputes houleuses, ces accusations et même parfois de la violence. Laurie a même révélé à ses amis que Mike était violent physiquement avec elle. Non seulement il la frappait prétendument, mais il allait même jusqu'à l'enfermer dans un placard pendant des heures. Personne n'a jamais été témoin de ces incidents présumés, mais ses amis la croyaient. Elle pensait qu'elle subissait des violences conjugales. Cependant, les proches de Mike percevaient la situation autrement. Ils pensaient que Laurie était l'agresseur, que c'était elle qui l'attaquait fréquemment.
car au moins une fois, Mike s'est présenté au travail avec des ecchymoses visibles sur le visage. Quand ses collègues lui ont demandé ce qui s'était passé, il leur a avoué que Lori l'avait frappé. Ils l'ont encouragé à aller voir la police parce qu'ils étaient évidemment très inquiets pour son bien-être, mais aussi pour les enfants qui vivaient dans un foyer aussi toxique. Mais Mike a simplement rejeté l'idée. Il leur a dit « Non, vous savez, ça ne vaut pas la peine de s'embêter à impliquer la police ou à entamer une quelconque bataille juridique. C'est un mariage toxique, je vais gérer. C'est la vie maintenant. » Vous vous demandez peut-être pourquoi leur relation a autant dégénéré, alors qu'ils étaient amoureux depuis le lycée et semblaient avoir tout pour être heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a mal tourné pour de nombreuses raisons différentes. Je veux dire, par exemple, Mike et Lori s'accusaient mutuellement d'infidélité, tous les deux, l'un envers l'autre. Chacun soupçonnait l'autre d'être infidèle, et ces soupçons ont fini par mener à des disputes explosives. Comme je l'ai dit, leurs disputes n'étaient pas que verbales, mais souvent physiques. Et à plusieurs reprises, Lori et Mike seraient tous les deux passés de la violence physique à se menacer mutuellement avec des armes à feu pendant leurs disputes. Je veux dire, c'était particulièrement intense. En septembre 2014, une dispute a atteint un niveau particulièrement dangereux aussi parce qu'un soir, une très grosse dispute a éclaté juste après que Lori ait soi-disant découvert des messages textes très suspects sur le téléphone de Mike. On ignore ce qu'il disait, et certaines sources disent que Lori a juste trouvé le numéro d'une femme sur son téléphone. Pas de message compromettant. Mais quoi qu'elle ait trouvé, c'était suffisant pour que Lori déclenche cette énorme confrontation. Et cette dispute est devenue vraiment intense, à tel point que Lori a appelé le 911. Quand elle a appelé, elle a dit à l'opérateur que, malgré des disputes passées, c'était la première fois que cela devenait physique et violent, mais elle a affirmé que Mike l'avait attrapée et qu'il l'avait agressée. Pourtant, lorsque la police est arrivée, Mike a raconté une histoire complètement différente, tout comme il racontait deux versions différentes à leurs amis. Et selon Mike, c'est Lori qui avait fait dégénérer la situation en violence physique, pas lui. Il a dit qu'elle était furieuse à cause de ses messages et que, dans un accès de rage, elle était allée prendre une arme à feu et avait non seulement menacé de l'utiliser et de le tuer, mais avait aussi dit qu'elle allait retourner l'arme contre elle-même. Apparemment, ils avaient tous les deux bu ce soir-là et craignant qu'elle ne mette ses menaces à exécution, Mike a fini par prendre ses clés de voiture et l'a empêchée de partir. Même si, personnellement, je ne comprends pas vraiment comment cela aurait pu stopper la menace ou même l'atténuer, parce que, même si évidemment elle ne devrait pas conduire en ayant bu, j'aurais plutôt voulu qu'elle sorte de la maison pour qu'elle n'utilise pas l'arme, selon moi. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a pris ses clés et ça n'a fait qu'empirer les choses. Parce qu'ensuite, apparemment, Lori s'est de nouveau jetée sur lui, avec l'arme toujours à la main. Dès lors, une lutte a éclaté entre eux. Et pendant cette petite altercation physique, Mike a dit que Lori l'avait frappé à la tête avec l'arme, presque comme si elle l'avait frappé avec la crosse, lui laissant une entaille très profonde et sanglante. Lori a insisté qu'elle n'avait frappé que la main de Mike, ce qui l'aurait poussé à se cogner accidentellement la tête lui-même. Je n'ai pas fait ça. Quoi qu'il se soit passé, un voisin ayant vu les suites de la bagarre a photographié les blessures de Mike, montrant une plaie profonde avec un important saignement qui ne paraissait ni anodine, ni accidentelle, ni auto-infligé. Pendant ce temps, Lori semblait relativement indemne. Malgré tout, quand les policiers ont interrogé Mike, il a reconnu avoir attrapé Lori, non pour lui nuire, mais pour la maîtriser alors qu'elle tentait de saisir l'arme. Cependant, cet aveu en soi a suffi à la police pour l'arrêter pour violence conjugale. Ayant admis l'avoir touché, il a été arrêté. Mike a accepté un accord de plaidoyer et intégré un programme d'intervention préventive de 12 mois avant le procès. Cependant, il a finalement terminé le programme en 6 mois au lieu de 12, et ensuite les charges ont finalement été abandonnées. La juge a finalement ordonné l'éloignement entre lui et Lori, forçant Mike à quitter leur domicile. N'ayant nulle part où aller, Mike s'est donc installé dans un hangar à avions. Beaucoup disent que le hangar à avions était sur son lieu de travail, mais à ma connaissance, il n'y en a pas à Disney World. Peut-être que quelque chose m'échappe, j'ai cherché mais sans trouver de réponse claire. Comme dit précédemment, Mike faisait partie d'une équipe de voltige. Donc, à cause de cela, d'autres sources disent qu'il séjournait dans le hangar de son équipe, ce qui me paraît aussi un peu plus logique. Mais quoi qu'il en soit, il a fini par y vivre un certain temps, dormant parmi les avions, utilisant les douches du vestiaire pour se laver, mangeant des plats au micro-ondes dans la salle de repos et se débrouillant comme il pouvait. Finalement, Mike est retourné vivre chez lui, ce qui est malheureusement devenu une habitude dans leur mariage.
Laurie le chassait, il vivait dans le hangar, revenait, il se réconciliait, puis ça recommençait sans cesse. C'était toujours la même chose. Et pendant les périodes où Mike ne vivait pas à la maison, quand elle l'avait mis à la porte et qu'il était dans le hangar, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Laurie voyait d'autres hommes à ces moments-là. Les amis et voisins racontaient à Mike ses visites régulières, et il a même survolé leur maison en avion pour vérifier la présence de voitures inconnues. Je dois avouer que, même sans avion, dans mes relations toxiques, j'ai déjà fait des tours en voiture pour voir si d'autres voitures étaient devant la maison ou s'ils sortaient avec d'autres filles. Je sais que ça semble psychotique et excessif, mais dans ma vingtaine, je m'accrochais coûte que coûte. Je vais juste le dire comme c'est. Vous êtes mes amis ici. Je vais vous dire les choses franchement et je faisais clairement des passages en voiture. Prendre l'avion et survoler la maison? C'est un autre niveau, mais honnêtement, si j'avais eu un avion à 21 ans, je l'aurais peut-être fait aussi. Même s'il était bien sûr beaucoup plus âgé, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, il survole la zone pour voir s'il y a des voitures inconnues, et finalement, il a confronté Laurie à propos des rumeurs. Lorsqu'il l'a fait, Laurie a clairement exprimé sa position. Elle pouvait fréquenter d'autres hommes pendant leur séparation, mais Mike ne pouvait pas voir d'autres femmes. Et elle l'a même prévenu que s'il le faisait, ils ne pourraient plus jamais voir leurs enfants. Je ne comprends pas comment on peut vraiment avancer cet argument et penser qu'il a la moindre valeur. Comment peux-tu dire « Je peux voir d'autres hommes, mais tu ne peux pas voir d'autres femmes » ? Ça me paraît un peu hypocrite. Ça ne tient pas vraiment debout, non? Eh bien, il s'avère qu'au printemps 2015, pendant l'une de leurs nombreuses séparations, Mike a effectivement commencé à sortir avec une collègue nommée Kendall. Et quand Laurie a découvert cette relation, elle était furieuse. Elle a retrouvé la page Facebook de Kendall et lui a envoyé de nombreux messages menaçants, disant « Je vais te dénoncer comme une briseuse de ménage. Tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à moi. Lâche mon mari. » Elle s'en prenait vraiment à cette fille. Elle est même allée jusqu'à signaler leur relation au service des ressources humaines de Disney, espérant que Kendall aurait des ennuis au travail pour, vous savez, ce qu'on appelle la fraternisation. Je ne sais pas s'il était son patron, mais elle faisait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée encore plus loin. Elle a même pris des photos de la page Facebook personnelle de Kendall, des photos que, selon Laurie, elle jugeait inappropriées. Et elle a également soumis ces photos au service des ressources humaines de Disney, en argumentant que, vous savez, Kendall n'est pas le genre de personne que vous voudriez pour représenter votre marque. Elle ne devrait pas travailler chez Disney, elle n'est ni innocente ni saine. Regardez ces photos. Je dois dire que Disney prend ses employés et sa réputation, je suppose qu'on peut dire, très au sérieux. Donc, j'avais une amie qui travaillait chez Disney, même pas dans le parc, mais à Downtown Disney, dans un restaurant, et ils sont tellement stricts. Je suis sûre que tu connais les doigts Disney. Sinon, cela signifie simplement qu'il est interdit de pointer avec un seul index. Par exemple, si quelqu'un demande « Où sont les toilettes ?», tu ne peux pas dire « Oh, c'est par là ». La règle, c'est que tu dois toujours utiliser 2 doigts. C'est la façon polie de faire. Les gars, je sais que ça a sûrement paru pire que prévu, mais arrêtez de penser à mal. Tu dois juste dire « Non, c'est par ici ou par là ». Comme chez Chick-fil-A, ils disent quoi déjà? Avec plaisir, pour tout ce que tu dis, merci ou autre. Donc, je comprends un peu où elle voulait en venir avec ça, mais je ne suis pas sûre que ça tienne vraiment la route, mais bon. Et son harcèlement ne s'est pas arrêté là avec Disney. Laurie a aussi réussi à trouver le numéro de téléphone de la grand-mère de Kendall. En pleine nuit, elle a appelé sa grand-mère à 3 heures pour demander où habitait Kendall. En gros, elle disait « Grand-mère, dis-moi où habite Kendall. J'ai besoin de connaître son adresse. » Totalement dérangée, non? Il y a même eu une fois où Mike a apparemment appelé Kendall et lui a dit qu'elle devait se garer sur un autre parking que d'habitude pour le travail parce que Laurie arrivait en voiture. Elle était en route pour Disney et elle avait une arme à feu et il avait peur qu'elle fasse quelque chose de fou à Kendall. À ce stade-là, je veux dire, je pense qu'il faut arrêter et divorcer. À mon avis, il n'y a aucun moyen de sauver un mariage comme ça. Je ne prône pas le divorce, mais il faut être réaliste. Si tu crains qu'une personne commette un meurtre, il vaut mieux ne pas rester avec elle. Bien que les menaces de Laurie soient restées sans effet, le harcèlement constant a laissé des traces. En mai 2015, Kendall en a eu assez et a rompu avec Mike. Les menaces constantes et l'ingérence de Laurie étaient tout simplement devenues trop difficiles à supporter. Mais une fois de plus, l'histoire s'est répétée et, après cette rupture, Mike est retourné vivre avec Laurie et leurs 2 enfants, essayant de sauver leur mariage. Et leur relation toxique n'affectait pas seulement eux deux, mais j'imagine aussi leurs enfants.
Cela a aussi touché leurs amis et leurs familles. Je veux dire, avec le temps, il est simplement devenu de plus en plus distant de ses proches. Sa famille, vivant dans un autre État, a tenté à plusieurs reprises de lui rendre visite, mais les plans échouaient à chaque fois. À la dernière minute, Mike appelait pour dire que ce n'était pas le bon moment. Vous pouvez venir une autre fois en expliquant que Lori insistait pour qu'ils se concentrent sur leur mariage et que les visites familiales seraient une distraction. Au fil du temps dans leur mariage, Mike semblait de plus en plus isolé, complètement piégé dans cette relation qui devenait de plus en plus incontrôlable. Ceux qui connaissaient Mike et Lori n'auraient pas été surpris d'apprendre qu'ils allaient divorcer. Certains l'ont même encouragé en disant que c'était sûrement la meilleure décision pour lui. Le 7 novembre 2015, Mike et Lori ont visité une exposition locale de tracteurs avec leur collègue et ami Frank Merritt. Certains membres de la famille de Frank ont également assisté à cette exposition. Et dès leur arrivée, Frank a tout de suite senti qu'il y avait de la tension entre Mike et Lori. T'est-il déjà arrivé de tenir la chandelle ou d'être avec un couple dont tu sens immédiatement qu'ils viennent de se disputer ou que la tension est si forte qu'on pourrait la couper au couteau? C'est vraiment une position inconfortable, n'est-ce pas? Surtout si tu as déjà été ce couple-là. Ça m'est déjà arrivé, même avec mon mari, où on s'est disputé et ensuite on devait aller quelque part, alors on arrive et on se dit, bon, il faut faire semblant d'être heureux. On se dit qu'on en reparlera plus tard à la maison, ce n'est bon pour personne, n'est-ce pas? À l'exposition de tracteurs, ils ont peu interagi. Lori a également refusé de reconnaître ou même de croiser le regard de quiconque était présent. Le malaise entre Mike et Lori était tellement évident, rendant la situation gênante pour tout le monde autour d'eux. Et même s'il n'y a pas eu de dispute dramatique ou de grands moments, l'atmosphère semblait tout simplement étrange, créant une situation vraiment inconfortable. Ce qui devait être un après-midi amusant est vite devenu une expérience franchement désagréable. Cela a finalement poussé Mike et Lori à partir plus tôt. Le lendemain, après l'incident au salon du tracteur, Frank a voulu prendre des nouvelles de Mike pour voir comment il allait. « Tout va bien? Tu es bien rentré? » Ce genre de choses. Alors il lui a envoyé un message, mais il n'a pas eu de réponse, ce qui ne l'a pas vraiment inquiété. Il s'est dit qu'il savait que Lori et lui avaient des choses à régler et qu'ils parlaient sûrement encore, donc il ne s'inquiétait pas. Donc, voulant respecter la vie privée de Mike, il a préféré ne pas le recontacter pour le reste de la journée. Mais le 9 novembre, 2 jours après, son inquiétude a grandi et il a décidé de reprendre contact. Cette fois, il a enfin reçu un message, mais ce n'était pas ce qu'il attendait. Ce n'était pas un message auquel il aurait pensé recevoir, car il était bref et totalement hors de caractère. Dans ce message, Mike a dit à Frank qu'il quittait son travail pour, je cite, « sauver son mariage ». Frank a trouvé cela étrange car Mike avait toujours été dévoué à son travail. Il avait toujours été fiable et passionné par son travail. Donc, cela n'avait aucun sens qu'il démissionne soudainement et brusquement et qu'il parte sans aucun avertissement préalable. La formulation des messages semblait aussi un peu étrange, presque impersonnelle, comme si cela ne venait pas vraiment de Mike. Donc, Frank ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude, comme si quelque chose n'allait vraiment pas ici. Et malheureusement, il avait raison. Cette démission soudaine a non seulement pris Frank au dépourvu, mais aussi le responsable de Mike. Après 3 jours d'absence de Mike au travail, son patron l'a directement contacté. « Non, que se passe-t-il? Où es-tu? Est-ce que tout va bien? » Pourtant, la réponse de Mike par texto était brève et désinvolte. Il a dit « Vous pouvez me licencier, je ne reviendrai pas. » Le patron de Mike a été pris au dépourvu par cette démission soudaine. C'était surprenant de la part de Mike d'agir aussi radicalement sans en parler avant. Cependant, il n'y avait pas vraiment grand-chose qu'il pouvait faire. Si Mike était déterminé à partir, personne n'allait pouvoir le forcer à rester. Après tout, c'était un adulte. Frank, cependant, son ami, était toujours inquiet, alors il a décidé d'aller voir Mike en personne. Et le 13 novembre, il s'est rendu chez Mike à Claremont pour prendre de ses nouvelles, et Lori a ouvert la porte. Lori a dit à Frank, « Frank, tu sais, Mike est parti après une grosse dispute parce qu'il parlait à d'autres femmes. Je l'ai confronté à ce sujet et il est parti, il s'est enfui. » Et d'après Lori, non seulement il est parti en plein milieu de leur dispute, mais il est aussi parti en voiture très précipitamment. Quelque chose dans cette histoire ne convenait pas à Frank, non seulement car ce n'était pas dans ses habitudes, mais aussi car la voiture de Mike était toujours garée à sa place habituelle dans l'allée. S'il était vraiment parti volontairement et précipitamment, pourquoi n'aurait-il pas pris sa voiture, qui était toujours là? Frank a donc insisté auprès de Lori.
Et quand il l'a fait, elle a commencé à modifier légèrement son histoire en disant, tu sais, un SUV noir s'est en fait arrêté devant la maison et il était conduit par l'ami de Mike, Robert. Mike était monté dans la voiture qui est ensuite partie à toute vitesse. Elle dit qu'il est parti si vite et que Robert et Mike allaient apparemment en Géorgie, qu'il a même laissé sa voiture, son portefeuille et ses vêtements. Je veux dire tout, ce qui, évidemment, rendait Frank encore plus suspicieux. Mais malgré ses inquiétudes, Lori a maintenu qu'elle n'avait aucune idée d'où se trouvait Mike ni quels étaient ses plans. Et ce fut la dernière interaction connue de quelqu'un hors famille sur la localisation de Mike. À partir de ce moment-là, il a apparemment disparu sans laisser de traces. Puis, après sa disparition, l'histoire de Lori sur ce qui lui était arrivé semblait changer un peu selon la personne à qui elle parlait. Lori a dit aux membres de sa famille qu'il était parti pour l'aéroport et qu'il avait déménagé dans un autre État. Parfois, elle disait qu'il avait déménagé en Géorgie, parfois elle disait en Californie et d'autres fois elle disait même à New York. Mais il y avait constamment des incohérences dans son histoire, et bien sûr, cela a éveillé des soupçons. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Quelle était la vérité? Environ un mois après son départ, Lori a commencé à faire autre chose, suscitant beaucoup d'inquiétude. Elle a commencé à vendre toutes ses affaires. Je veux dire, ses outils d'aviation coûteux, ses armes à feu, littéralement tout ce qu'il possédait, elle essayait de tout liquider. C'était presque comme si elle ne pouvait pas attendre de se débarrasser de tout ça. Elle a vendu certaines de ses affaires à des amis, à des collègues, à des membres de la famille, dont beaucoup d'ailleurs n'arrivaient toujours pas à croire que Mike, ce gars qui avait passé des années à constituer cette collection d'outils coûteux, partirait simplement en abandonnant tout ce pourquoi il avait travaillé sans un mot. Ces gens ont donc posé de nombreuses questions à Lori. Où est Mike? Pourquoi aurait-il laissé ses affaires? Mais les réponses de Lori étaient simplement vagues. Elle haussait les épaules, disant que notre relation battait de l'aile ou qu'il causait trop de problèmes. Maintenant, il n'est plus là. Juste vague et sans vraiment donner beaucoup de contexte. Malgré la toxicité de leur mariage, elle et Mike sont restés ensemble plus de 20 ans. Et qu'il ait disparu sans laisser de traces ne semblait pas vraiment la bouleverser. Il n'y avait aucune panique, aucune recherche frénétique, pas vraiment d'inquiétude, même pour ses enfants qui d'ailleurs avaient moins de 10 ans à l'époque et dont le père venait tout simplement de disparaître. C'était presque comme si Lori avait simplement accepté que Mike l'ait quitté, elle et leurs 2 enfants, sans même un au revoir. Et au début, même avec les réactions étranges de Lori concernant sa disparition, sa famille et ses amis n'ont pas tout de suite tiré de conclusions ni été trop inquiets, car Mike était toujours en contact avec eux. Il leur envoyait parfois des services de messagerie courte ou des messages Facebook, ce qui correspondait à sa manière habituelle de communiquer. Rappelez-vous, il s'était éloigné depuis déjà plusieurs années à ce moment-là. Alors ils se sont dit, bon, il est parti, il passe à une autre étape de sa vie et on lui parlera quand on lui parlera, mais il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Cependant, le ton des messages de Mike a alors changé. Ils sont devenus encore plus froids, plus distants, et ils avaient tous ce thème évident de « laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix ». Dans un message étrange adressé à un membre de sa famille, Mike a même écrit, je cite, « J'en ai fini avec toutes ces conneries d'aller-retour. Tout le monde doit juste me laisser tranquille, comme ils l'ont fait toute ma vie. Inutile de dire que c'était d'une dureté inhabituelle. » C'est une déclaration audacieuse et abrupte, mais elle n'a pas suscité d'alerte immédiate. Tout le monde traverse des moments difficiles. Parfois, il faut juste s'isoler et se ressourcer. C'était logique, il avait juste besoin d'espace. Ses proches pensaient qu'il reprendrait contact quand il voudrait parler. Avec le temps, les nouvelles de Mike se sont raréfiées. Tout le monde en recevait de moins en moins. En même temps, ils ignoraient où il était et ce qu'il faisait. Les messages qu'il recevait devenaient plus étranges. Une fois, la nièce de Mike, quelqu'un avec qui il était vraiment proche, lui a envoyé un message juste pour prendre de ses nouvelles. Et Mike a répondu en demandant qui elle était, affirmant qu'il ne l'avait même jamais rencontrée, disant « Laisse-moi tranquille, je ne te connais pas, va-t'en ». Dans un autre cas, Mike a envoyé un message à son frère et dans ce message, il a dit « J'ai essayé d'appeler maman, est-ce qu'elle a changé de numéro ?» Pour être clair, leur mère n'avait pas changé de numéro depuis des années, et Mike le savait. Donc, s'il essayait vraiment de la contacter, il aurait pu le faire, et ce comportement étrange ne s'est pas arrêté au message texte. Son activité sur Facebook a aussi pris un tournant radical. Avant, il publiait surtout des photos de lui, de ses amis, des avions sur lesquels il travaillait et parfois de sa famille.
Mais maintenant, sa page était inondée de mèmes aléatoires, de différentes publications qui semblaient totalement déconnectées de sa personnalité habituelle. Et puis, les choses bohèmes sont devenues encore plus étranges lorsque sa photo de profil Facebook a soudainement été remplacée par une image aléatoire d'un groupe de personnes dans un bar où Mike n'apparaissait même pas. Scott a remarqué le changement et a tout de suite cherché Mike sur la photo, mais il a vu qu'il n'y était pas, même en arrière-plan. Perplexe, il a examiné la photo de près et lancé une recherche inversée sur Google Images. À sa surprise, il a découvert que la photo n'était même pas originale. C'était une image de stock utilisée par une entreprise de Bloody Mary, probablement une société de promotion de boissons alcoolisées. Pendant ce temps, tout le monde autour de Lori devenait de plus en plus inquiet face à sa disparition soudaine, car elle semblait toujours complètement indifférente à la situation. Son absence d'inquiétude ou d'urgence était vraiment troublante, surtout compte tenu des circonstances. En réalité, Lori semblait tourner la page très rapidement. Un mois après le départ de Mike, elle a rencontré Jeremy Townsend dans un parc. Jeremy, bien que marié, a poursuivi Lori comme le déchet humain qu'il est, sans que cela ne semble la déranger. Lori lui a dit qu'elle était récemment célibataire et a expliqué que son mari l'avait quittée, elle et ses enfants, sans entrer dans les détails. Mais elle paraissait tout à fait prête à commencer cette nouvelle relation. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Lori tombe sous le charme de Jeremy. En fait, moins d'un mois après le début de leur relation, Lori a montré à quel point elle prenait cette relation au sérieux. Elle s'est fait tatouer le surnom de Jérémy, Jay, juste au-dessus de son pubis. Franchement, même un tatouage du nom de quelqu'un sur le bras, c'est déjà beaucoup après seulement un mois de relation. Se le faire tatouer juste au-dessus de ta, zone intime, c'est un autre niveau. Ça, c'est de la dévotion. Mais aussi, je dirais juste, chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement, je ne me ferai jamais tatouer le nom de quelqu'un sur moi. Je pense que c'est le baiser de la mort, mais bon, vas-y Lori, j'imagine. Maintenant, elle prend évidemment cette relation très au sérieux et elle est vraiment très engagée avec ce gars. Pendant ce temps, au début, il pensait que cette relation avec elle était purement occasionnelle, purement sexuelle. Après tout, il était marié. Donc maintenant, il commençait à être complètement dépassé par l'attachement intense de Lori, du genre peau de colle niveau 5 envers lui. Et à ce stade, elle le bombardait constamment de messages, lui posant aussi des questions sur son mariage, lui demandant pourquoi il portait encore son alliance, pourquoi il n'avait pas encore divorcé de sa femme, s'il était amoureux d'elle ou non. L'harcèlement constant avec toutes ces questions et exigences émotionnelles était difficile à gérer pour Jérémy et ce n'était clairement pas ce à quoi il s'attendait. Mais ensuite, la situation a pris une autre tournure inattendue lorsque la femme de Jérémy, Vanessa, a reçu une livraison très étrange à son travail. Elle a reçu un immense bouquet de fleurs avec une carte où il était écrit « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Ma femme est une pute, ton mari aussi. Désolé pour ça. Vérifie tes messages Facebook. » Il faut qu'on parle, Mike. Complètement confuse et, à juste titre, un peu paniquée, Vanessa a vérifié ses messages Facebook. Et quand elle l'a fait, elle a trouvé une série de centaines de messages de Mike. Dans ces messages, il partageait des détails sur la liaison entre Jérémy et Lori. Il a inclus des captures d'écran de leurs échanges de textos. Il a même inclus les photos nues inappropriées qu'il s'était envoyées. Vanessa était donc, bien sûr, très bouleversée et elle a confronté son mari, Jérémy, à ce sujet, ce qu'il n'a même pas essayé de nier. Au lieu de cela, il a admis cette liaison et il a immédiatement mis fin à sa relation avec Lori. Il a assuré à Vanessa qu'il était prêt à travailler sur leur mariage. Si elle lui donnait simplement une autre chance, il ne reverrait plus jamais Lori. Plus rien de tel n'arriverait. C'est fini. Vous pouvez imaginer que Lori était blessée. Elle était frustrée et elle a vraiment essayé de reconquérir Jérémy. Mais ses efforts étaient inutiles. Il voulait sauver son mariage. Il en avait fini avec elle. Et Lori n'est pas restée bouleversée très longtemps. Au lieu de cela, elle a rapidement jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Un homme nommé Travis Filmer, qui était aussi un responsable d'église locale qu'elle a rencontré par des amis communs. Leur alchimie était évidente et ils se sont vite rapprochés. Travis, qui désirait une famille, était irrésistiblement attiré par la relation de Lori avec ses enfants. Je veux dire, elle s'est retrouvée seule après avoir été quittée par son mari, assumant la maternité toute seule. Début 2016, Lori a organisé une fête autour d'un feu de camp où elle et Travis se sont rapprochés. C'était vraiment l'étincelle du début de leur relation.
Alors qu'ils continuaient à se voir, elle a assuré à Travis que son mariage avec Mike était terminé, qu'ils étaient officiellement divorcés, que Mike n'était plus impliqué dans la vie des enfants ni ne payait de pension et qu'elle était totalement indépendante. Pendant ce temps, amis et famille de Mike remarquaient combien la relation entre Lori et Travis devenait sérieuse. Bien sûr, ils ont commencé à lui poser des questions, leur curiosité sur Mike demeurant. Cela faisait près d'1 an que personne ne l'avait vu ou contacté, et ils ignoraient toujours où il était ou ce qu'il faisait. Mais Lori a répondu « Non, Mike et moi sommes divorcés. C'est fini. Je suis allée au tribunal, il est parti. » Je passe à autre chose. Cependant, elle a affirmé ne jamais avoir vu Mike à l'audience de divorce. Elle a dit qu'il ne voulait pas être là, donc ils sont restés séparés pendant toute la procédure et ont divorcé sans problème. Mais encore une fois, toute l'histoire semblait un peu étrange. Pourtant, Lori semblait sûre d'elle en racontant cela, alors ils ne lui ont pas posé plus de questions. Et elle semblait vraiment adopter très rapidement cette nouvelle réalité qui était la sienne. Elle publiait des mises à jour sur les réseaux sociaux, des photos comme si rien ne s'était jamais passé. Elle partageait des photos d'elle et de Travis en train de passer du temps ensemble. Elle partageait aussi des photos de ses enfants. Elle publiait même des photos de différents projets sur lesquels elle travaillait chez elle, notamment des travaux de rénovation. Un détail précis était le coulage d'une dalle en béton pour un foyer dans le jardin. Et elle et Travis ont même gravé leurs initiales dans ce ciment, terminant officiellement le projet. C'était presque comme si elle continuait sa vie comme si tout était parfait, parfaitement normal, sans aucun souci au monde. Pour un étranger, rien d'inhabituel ne semblait s'être produit. Puis, le 31 décembre 2016, Lori et Travis ont franchi une nouvelle étape dans leur relation. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime et très restreinte dans le jardin de Lori. Seuls quelques membres proches de la famille et amis étaient présents, et tout se passait vraiment bien. Cela semblait être une occasion très heureuse, très joyeuse et pleine d'amour. Mais soudain, sans prévenir, Lori a eu une crise émotionnelle inattendue. Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec une arme à feu, menaçant de se suicider, une situation totalement inattendue. Tous autour d'elle étaient stupéfaits, incertains sur la réaction à avoir. Ce n'était pas comme les habituels nerfs ou l'anxiété d'avant-mariage que l'on ressent parfois. C'était évidemment bien plus intense. Et pourquoi? Heureusement, un membre de la famille a pu parler à Lori et la calmer et en quelque sorte la ramener à la réalité. Donc, le mariage a continué comme prévu. Ils se sont mariés, elle semblait redevenir elle-même joyeuse. Elle faisait semblant de profiter du mariage et il n'y avait aucun signe qu'une crise avait eu lieu. Et ça, en soi, a un peu laissé les gens mal à l'aise, non? Comment peut-on passer d'un extrême à l'autre? Mais personne ne savait vraiment comment l'expliquer. C'était juste un moment étrange qui ne semblait pas vraiment correspondre à la vie que Lori montrait au monde. Mais Lori est passée à autre chose. Elle et Travis se sont mariés, ont continué leur relation et ont eu 2 enfants, faisant de Lori une mère de 4 enfants. Et à la mi-2017, le mystère entourant la disparition de Mike s'était encore épaissi, mais personne n'avait encore eu de nouvelles de lui. Certaines personnes, comme ses amis proches et sa famille, recevaient de temps en temps un message de sa part, vous savez, disant qu'il allait bien, qu'il voulait juste donner de ses nouvelles, mais c'était à peu près tout. Pas d'appel, aucun détail sur sa vie, pratiquement rien. Lori, cependant, a commencé à construire tout un nouveau récit autour de son absence, parce que maintenant elle disait qu'il n'avait pas disparu, qu'il ne l'avait pas quittée pour partir de son côté, mais qu'en réalité il la harcelait. Il la suit partout où elle va. Elle a même affirmé qu'elle avait dû appeler la police parce qu'elle l'avait aperçue en train de la suivre pendant qu'elle conduisait. Selon Lori, la police a découvert lors de son enquête que Mike avait installé des dispositifs de suivi sur sa voiture. Elle a affirmé qu'il y avait tant de dispositifs de suivi cachés que la police a dû emmener la voiture au commissariat pour les retirer tous. Il lui a fallu 2 semaines pour tout trouver et éliminer. Je veux dire, il la traquait à un niveau inimaginable. Pourtant, malgré les faits, elle n'a pas porté plainte pour harcèlement ou traque auprès de la police. Elle s'est contentée d'en parler à ses amis, évoquant la surveillance et le harcèlement sans jamais vouloir engager de poursuites judiciaires. Et il y avait une sorte de mélange étrange dans tout cela qui a éveillé la curiosité de ses amis et de sa famille. Je veux dire, elle tirait la sonnette d'alarme pour tous ceux qui étaient amis proches d'elle parce que, d'un côté, elle se présentait comme une victime du harcèlement et de l'obsession de Mike, mais en même temps, elle n'était pas prête à prendre des mesures juridiques pour se protéger ou protéger ses enfants. Si elle avait vraiment peur, pourquoi n'agirait-elle pas en conséquence? En 2018, la famille et les amis de Mike avaient atteint leurs limites.
Quelque chose clochait et l'absence de nouvelles de Mike depuis plus de 2 ans devenait de plus en plus difficile à ignorer. Pour les personnes qui connaissaient bien Mike, ça ne collait tout simplement pas. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il aurait volontairement coupé tout contact, surtout avec ses enfants. Même s'il pouvait couper les ponts avec Lori, ses enfants restaient à sa seule constante. Mike avait toujours été un père dévoué, et tous savaient que même s'il s'était éloigné de Lori, il n'aurait jamais abandonné ses enfants. Donc, en février 2018, son ami Scott, le même qui avait remarqué ce changement étrange sur le profil Facebook, la photo, vous savez, la photo de groupe prise sur le site Bloody Mary, il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce pressentiment qui le rongeait. Il sentait que quelque chose clochait, alors il a décidé d'agir. Son ami ne lui avait pas donné de nouvelles depuis plus de 2 ans. Il a donc demandé à la police de faire un contrôle de bien-être sur Mike chez Lori. Il n'était pas sûr de quoi s'attendre, mais sentait que quelque chose clochait dans ces histoires. À leur arrivée, Lori était calme et coopérative, répondant aux questions sans hésiter. Elle a expliqué comment et quand Mike était parti, affirmant qu'il avait quitté leur vie en 2015. Elle a laissé la police fouiller la maison, semblant totalement indifférente à cette intrusion, sans inquiétude. Mais ensuite, une fois que les agents ont traversé la maison et sont arrivés dans le jardin, tout a changé. Parce que juste là, près du foyer dont, souvenez-vous, Lori parlait avec tant d'enthousiasme sur les réseaux sociaux, la police a trouvé une dépression inhabituelle dans la dalle de ciment. Cette zone mesurait environ 6 pieds sur 9, avec une empreinte profonde de quelques centimètres. Et de façon suspecte, cette empreinte avait la forme d'un corps humain. Cette découverte a donc immédiatement suscité des inquiétudes chez les agents et ils ont dit à Lori « Écoutez, nous allons revenir ce soir avec des chiens de recherche. » Est-ce que cela vous convient? Jusqu'alors, Lori avait été chaleureuse, bavarde et conciliante. Mais pour le jardin, son attitude a changé. La femme amicale et coopérative n'était plus là. Soudain, elle devint froide, méfiante et en colère. Alors elle a ordonné à ses agents de quitter sa propriété, disant « Je n'autorise aucun chien à entrer à moins que vous n'ayez un mandat. Sortez, quittez ma propriété et fichez le camp. Si vous avez des questions, parlez à mon avocat. » C'est donc ce genre de réaction qui a fait hésiter un peu les enquêteurs. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi ce changement soudain? Pourquoi était-elle totalement détendue, ouverte et coopérative lorsqu'ils étaient à l'intérieur de la maison, et pourquoi est-elle soudainement devenue, vous savez, cette personne méfiante et désagréable dès qu'ils sont sortis dans le jardin? Ils savaient qu'il y avait un problème, alors ils ont obtenu leur mandat. Et le 9 mars, près d'un mois après leur toute première visite très troublante, les enquêteurs sont retournés sur la propriété de Lori. Cette fois, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont amené des outils d'excavation, des chiens cadavres, et ressentaient de plus en plus qu'il y avait vraiment un problème. Ça n'a pas pris longtemps. Dès que les chiens ont été lâchés dans la cour, l'un d'eux s'est précipité droit vers ce foyer, le contournant encore et encore, signalant que quelque chose sous la surface attirait leur attention. Alors, une équipe d'agents s'est mise à creuser à travers cette épaisse dalle de béton et en quelques heures, leurs efforts ont porté leurs fruits. Ils ont aperçu le premier signe de restes humains, en l'occurrence un bras partiellement découvert. Et à partir de là, l'équipe a simplement continué à creuser. Une fois qu'ils ont terminé de creuser, ils ont trouvé un corps entier enveloppé dans un drap et solidement attaché avec une bâche. Il a été découvert à environ 1 mètre sous terre et à ce stade, il ne restait pratiquement qu'un squelette portant seulement des chaussettes et des sous-vêtements. Ces restes étaient manifestement là depuis des mois, voire des années. Pendant que cette fouille avait lieu, cela rappelait un peu Chad Daybell. Elle est restée à l'intérieur, observant silencieusement tout ce qui se passait. Mais au moment où le corps a été découvert, elle est montée dans sa voiture et elle est partie. Les enquêteurs ont continué à travailler, mais son départ n'est pas passé inaperçu. Je veux dire, si quelque chose, cela n'a fait que soulever plus de questions sur ce qu'elle savait, n'est-ce pas? Et sur ce qu'elle essayait peut-être d'éviter. Le corps a donc été soigneusement retiré et envoyé pour un examen plus approfondi. En utilisant l'acide désoxyribonucléique du père de Mike, les autorités ont confirmé en 2018 que les restes étaient ceux de Mike. La chronologie de sa mort a été réduite à la fin de l'année 2015, une date qui, bien sûr, correspondait à la dernière fois que quelqu'un l'avait vu ou avait eu de ses nouvelles. Et finalement, une autopsie a révélé la vérité choquante derrière la mort de Mike. Il avait reçu une balle dans la tête avec un revolver calibre 38. Par hasard, c'était le même type d'arme que Lori gardait dans sa table de nuit et avait déjà utilisé pour menacer Mike. Cette découverte a donc confirmé ce que tous les amis et la famille de Mike redoutaient.
Mike n'avait pas simplement abandonné sa vie, ni quitté ses enfants, il avait été assassiné. Et à chaque nouvel élément de preuve, ils étaient de plus en plus convaincus que Laurie était responsable de sa mort. Mais le prouver, ça allait être un tout autre défi, car même si la vérité commençait enfin à émerger, Laurie n'allait pas se laisser faire sans se battre. Et l'enquête sur la mort de Mike, ce n'était que le début, parce que souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un rebondissement à la fin que personne, même moi, n'avait vu venir. Après la découverte des restes de Mike, la police a délivré un second mandat quelques semaines plus tard pour examiner la propriété plus en détail. Les enquêteurs ont utilisé un éclairage spécialisé pour détecter des taches de sang à l'intérieur de la maison et ils ont trouvé des preuves d'une traînée de sang qui s'étendait de la salle à manger jusqu'à la véranda arrière. Parmi les taches de sang, ils ont également trouvé plusieurs follicules pileux. Le sang trouvé dans les cheveux a été analysé, révélant un acide désoxyribonucléique mixte, celui de Laurie et d'un homme inconnu. Aucune correspondance directe ne serait jamais trouvée pour l'un ou l'autre. Même si cela ne pouvait être lié directement à Mike, il ne pouvait pas être exclu non plus. Ainsi, l'enquête qui a suivi la découverte du corps de Mike a commencé à dresser un tableau. Non seulement que Laurie avait potentiellement assassiné Mike, mais aussi qu'elle avait gardé ce secret pendant des années et vécu avec son corps dans son jardin pendant des années. Les enquêteurs ont trouvé que le dernier appel du portable de Mike datait du 7 novembre 2015, dernier jour où il a été vu. Ses comptes bancaires racontaient aussi une histoire très troublante, car à la fin de l'année 2015, toute activité sur ses comptes s'est simplement arrêtée. Aucun retrait au distributeur, aucun achat par carte de crédit, aucun signe qu'il vivait quelque part, rien du tout. Cependant, quelqu'un avait utilisé ses comptes pendant un court moment après le 7 novembre. Et toutes ces preuves montraient clairement que Laurie était celle qui utilisait les comptes. Les relevés indiquaient que les 19 et 23 novembre, la carte de débit de Mike avait servi à acheter des vêtements et de la lingerie en ligne. Les achats n'ont pas été envoyés en Géorgie, où Laurie avait affirmé que Mike avait déménagé, mais ils ont été expédiés à son domicile en Floride à son nom. Dans les semaines suivantes, quelqu'un a vidé le compte de Mike via des transactions en ligne, ce qui était inhabituel car il préférait acheter en personne et n'était pas adepte des achats en ligne. Dès décembre, son compte était à découvert et n'a plus été utilisé. Les détectives ont aussi relevé d'autres anomalies financières, comme les fleurs envoyées à Vanessa, la femme de Jérémy, achetées avec la carte bancaire personnelle de Laurie. Des chèques adressés à Mike continuaient également d'arriver à la maison et ils étaient endossés puis déposés directement sur un compte que Laurie contrôlait. Ses factures restaient impayées, son passeport expirait et un prêt contracté en son nom n'a jamais été remboursé. Franchement, c'est évident ce qui s'est passé ici, non? Mais au-delà de cette piste financière, les enquêteurs ont découvert une montagne de preuves numériques. Tous ces messages, textos et publications Facebook prétendument de Mike ont été retracés à l'adresse IP de Laurie. Pour les proches de Mike, cela a confirmé leurs soupçons initiaux. Les messages ne ressemblaient pas à lui parce qu'ils ne venaient pas de lui. Quelqu'un avait usurpé l'identité de Mike et encore une fois, tous les indices pointaient directement vers Laurie. Mais ce n'était pas tout. Un ami proche de Mike a présenté des textos reçus de lui peu avant sa disparition. Et dans ces messages, Mike a partagé quelque chose de glaçant. Il a dit que Laurie voulait toucher son assurance vie et il a avoué qu'il avait peur qu'elle le tue pour cet argent. Encore plus troublant, il a dit à son ami que si quelque chose lui arrivait, Laurie le cacherait en se faisant passer pour lui en ligne et prendrait son identité. Bien sûr, cela paraissait impensable à l'époque, mais maintenant cela commençait à ressembler à un plan déjà en cours. Et puis, il y avait l'arme, un revolver calibre 38 que Laurie gardait dans sa table de nuit et avait déjà utilisé pour menacer Mike avant de le vendre à un voisin. Même si l'arme était du même type que celle ayant tué Mike, la balle retrouvée était trop abîmée pour être formellement liée à une arme précise. Ils préparent leur dossier, rassemblent les preuves. L'enquêteur a aussi interrogé Travis, le nouveau mari de Laurie. Il a souvent affirmé ignorer que Mike était mort, et encore plus qu'il était enterré dans le jardin de la maison partagée avec Laurie. Il a affirmé qu'il avait toujours cru que Mike avait simplement disparu, que lui et Laurie étaient officiellement divorcés. Cependant, lorsque la police a examiné les dossiers, il n'est pas surprenant qu'il n'ait trouvé aucune trace d'une demande de divorce. Durant l'entretien, Travis a rappelé un commentaire étrange de Laurie sur Mike. Ce n'est pas qu'il a disparu.
Il ne marche plus ici. À l'époque, Travis ne l'avait pas pris au pied de la lettre. Il a juste pensé que Lori disait de façon dramatique que Mike était parti pour de bon. Mais pour les enquêteurs, cela a éveillé leur curiosité. Et ils ont aussi découvert un autre détail étrange. Travis et Lori n'ont jamais été mariés légalement. Je veux dire, malgré la cérémonie de mariage dans le jardin de Lori, il n'y avait aucun certificat de mariage officiel enregistré. Quand ils ont interrogé Travis, il a expliqué qu'ils n'avaient pas officialisé pour des raisons financières. C'est la seule raison. Mais compte tenu de tout ce que les détectives avaient découvert, son excuse ne semblait pas vraiment convaincante, surtout lorsqu'ils ont appris que Travis était celui qui avait aidé Lori à couler le béton sous lequel Mike était enterré. Toutes les preuves s'accumulaient, rendant indéniable que Mike n'avait pas disparu volontairement. Il avait été tué et tous les indices accusaient Lori. En septembre 2020, Lori a été officiellement désignée personne d'intérêt, puis arrêtée. Elle a été inculpée de meurtre au second degré et de complicité après coup. Mais cette histoire était loin d'être terminée car, comme vous allez l'entendre, les projecteurs allaient se déplacer et la faute serait rejetée sur 2 autres personnes que personne n'avait vu venir. Lori a d'abord été détenue sans caution à la prison du comté de Lake, puis libérée en décembre 2020 après avoir payé une caution de 50 000 $ en attendant son procès. Elle a plaidé non coupable, affirmant n'avoir aucun lien avec la mort de Mike. Au lieu de rester discrète pendant sa liberté sous caution, elle a eu un geste très étrange. Elle a publié une très longue vidéo sur YouTube dans une tentative de se défendre et aussi de solliciter une aide financière pour tous ses frais juridiques. Assise sur un quai près de l'eau, Lori était à côté de son avocate, niant toute implication dans le meurtre de Mike et présentant ce qui serait leur principal argument de défense. Il faut vraiment l'entendre pour le croire, ce n'est pas une conférence de presse maladroite. Cette vidéo, très surproduite, s'appelle « Je suis innocente ». Elle inclut des plans de drone, un coucher de soleil, une musique douce et un drapeau américain. C'est presque comme une publicité. Franchement, c'est ridicule, surtout à cause de la personne qu'elle accusait et de l'histoire confuse qu'elle a racontée. Bonjour, je m'appelle Jeffrey Weggs, avocat pénaliste dans le comté de Lake, Floride. Assise à ma gauche se trouve Lori, une de mes clientes. Lori, malheureusement, est accusée du crime le plus grave auquel une personne puisse être confrontée dans sa vie. Lori est accusée du crime de meurtre. Cet incident découle d'une relation puisqu'elle avait été mariée à son premier mari, Michel. Lori était la victime de violences répétées, de violences physiques de la part de Michel. Cela a duré pendant plusieurs années. Cela a impliqué le bureau du procureur de l'État ainsi que l'obtention d'injonctions pour la protection de Lori. Le département des enfants et des familles est intervenu au domicile. Michael a été retiré du domicile. Et à ce moment-là, ou peu de temps après, Lori commence à fréquenter quelqu'un d'autre. Nous ne citerons pas son nom, mais il est concerné par cette affaire. Cette relation a commencé lorsque Lori déposait les enfants à l'école et que cette même personne a remarqué des ecchymoses et des blessures sur Lori. Il a confronté Lori et à ce jour, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais nous finirons par le découvrir. Mais il a affirmé avoir fait partie des forces spéciales. Il avait été nommé pour protéger le président Bush et il disait avoir la capacité spéciale de protéger Lori contre Michael Shaver. Il a même dit à Lori qu'il avait les capacités, les connaissances et les compétences spéciales pour tuer quelqu'un et que personne ne le verrait jamais, ne le saurait ni ne pourrait jamais le relier à lui d'aucune manière. Michael n'étant plus à la maison, Lori a eu une relation avec ce même individu. Le même individu s'est rapproché de Lori et pendant leur relation, Michael était absent. Michael n'était pas à la maison. Il avait disparu d'une certaine manière dont nous pensons avoir la réponse. Quoi qu'il en soit, ce même individu, cet homme mystérieux, a conseillé à Lori qu'elle devait créer une terrasse dans son jardin, lui a dit combien de béton il lui faudrait, lui a indiqué où la placer et l'a même aidé à acheter le béton.
Eh bien, plus tard, ces deux personnes se sont séparées. Cet individu est retourné auprès de sa première femme. Et plus tard, Lori a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Eh bien, ils avaient du béton qui était là. Et elle et cet individu avec qui elle est maintenant mariée, Travis, ont construit ce patio. À l'insu de Lori, sous le patio se trouvait Michael Shaver. Plus tard, les forces de l'ordre se sont approchées d'elle ayant reçu des informations, des conseils ou des soupçons qu'un crime avait été commis. Maintenant, nous ne savons pas exactement qui a informé les forces de l'ordre, mais nous le découvrirons. Et sous le patio se trouvait Michael Shaver. Lorsque les forces de l'ordre ont confronté Lori, Lori a sagement dit « Je veux parler à un avocat ». Je ne veux pas vous parler à moins d'avoir d'abord parlé à un avocat. C'est ainsi qu'elle est venue me voir. Après avoir interrogé Lori, j'ai compris ce qui s'était passé et j'ai confronté les forces de l'ordre, leur disant ce que j'avais découvert, ce que je savais sur l'affaire, qui nous soupçonnions d'avoir commis ce crime. Les forces de l'ordre ont manifestement fermé les yeux là-dessus et, quelque temps plus tard, ont fini par arrêter Lori pour le crime. Il n'y a aucune preuve médico-légale qui relie Lori à ce crime, et encore moins à un autre crime. Il n'y a pas d'arme à feu. Il n'y a aucune preuve balistique, aucune preuve chimique, aucune autre preuve matérielle qui puisse relier Lori à ce crime de meurtre en particulier. Donc, l'axe principal de sa défense était Jérémy, le gars avec qui elle avait eu une relation, celui qui l'a quitté parce qu'il voulait sauver son mariage. Ils disent qu'il a tué Mike par jalousie pour avoir Lori. Il était aussi au courant des violences qu'elle avait subies de la part de Mike, alors il voulait la protéger et il était tout simplement fou amoureux d'elle. Puis, à son insu, il a secrètement enterré le corps de Mike sur sa propriété, la laissant totalement ignorante de ce qui s'était passé. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, non? Mais ensuite, après avoir demandé de l'argent pour la défense de Lori, elle s'est adressée directement à la caméra, retenant ses larmes, parlant de ses enfants, et elle était en fait plutôt convaincante. Je viens devant vous aujourd'hui juste pour vous dire que nous avons nos soupçons, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été prise pour cible, pourquoi j'ai été piégée ou accusée de ce crime odieux. Je ne suis pas coupable. Et tous ceux qui me connaissent savent que ma vie, ce sont mes enfants. Je suis une fille, je suis une amie, je suis une voisine. Je suis une servante de Dieu, je suis une épouse et je suis une mère dévouée de 4 enfants. Ma vie, ce sont mes enfants. Le bien-être de mes enfants a toujours été et sera toujours ma priorité absolue. Et c'est la raison pour laquelle je ne ferai jamais de mal au père de mes enfants. Et je sais qu'il y a des gens qui essaient de donner une certaine image de moi, mais ce n'est pas qui je suis. Je suis aimante, je suis attentionnée, j'ai un cœur dévoué. Je ne juge pas les gens. J'accepte tout le monde. Et j'essaie toujours de voir le bon côté chez tout le monde. Et en ce moment, je fais face à quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Alors aujourd'hui, je viens vers vous. Ma famille et moi vous supplions, nous vous demandons de nous aider à prouver mon innocence dans cette affaire. Sans vous, nous n'avons pas les moyens financiers de payer les honoraires de mon avocat. Je vous assure que je ne suis pas coupable. Je n'ai rien à voir avec le meurtre de Michael Shaver et je n'avais aucune connaissance du fait que son corps ait été enterré en sous-vêtements. Nous étions en train de construire un espace de rassemblement, un coin-feu de camp convivial pour que notre famille et nos amis puissent passer du temps ensemble. Ensuite, la situation est restée calme plusieurs années, son équipe se préparant au procès. Mais ensuite, en 2023, l'affaire a pris une tournure encore plus choquante car au lieu de simplement accuser Jérémy comme auparavant, ses avocats ont maintenant déposé une requête affirmant que ce n'était en réalité pas Jérémy qui avait appuyé sur la gâchette. C'était sa fille.
Ils ont allégué que la fille de Lori, Isabelle, âgée de 7 ans, avait tiré sur Mike. Selon la requête, Isabelle a grandi en étant témoin de violences entre ses parents. Dans un moment de peur, alors que Mike battait et menaçait de mort Lori, elle a agi. Cette affirmation contredisait tout ce que nous avions entendu jusque-là. Isabelle avait également été interrogée plusieurs fois par la police au fil des années et jamais elle n'avait mentionné cette version des faits. Malgré tout, la défense de Lori a affirmé qu'Isabelle voulait témoigner, alors un juge a ordonné une évaluation psychologique pour vérifier sa capacité. À ce moment, Isabelle était adolescente. Son procès a débuté en septembre 2024. Son équipe de défense a présenté Mike comme un mari violent et abusif, affirmant que Lori était la victime. Elle a enduré des années de souffrance et de traumatismes physiques, émotionnels, mentaux, ainsi que des abus sexuels de sa part. Ils l'ont décrite comme une femme battue, vivant dans la peur et faisant tout pour survivre à cette relation toxique. Et en plus d'essayer de détruire la réputation de Mike, ils ont aussi présenté une chronologie complètement contradictoire, affirmant que Mike n'avait pas vraiment été tué en novembre 2015, tu sais, même si toutes les preuves allaient dans ce sens, mais qu'il avait plutôt été tué en mai 2016, 6 mois après sa supposée disparition. Concernant la fusillade, ils ont dit que Mike et Lori se disputaient et que la situation a dégénéré physiquement. Mike aurait plaqué Lori au sol, la frappant violemment et appuyant son pied sur son cou. Alors qu'elle se débattait sous lui, sa fille de 7 ans est arrivée, est intervenue et a voulu sauver la vie de sa mère. D'après la défense de Lori, Isabelle savait précisément où sa mère cachait une arme à feu. Elle est rentrée, a pris l'objet dans la table de nuit de Lori, puis est revenue et a tiré sur Mike à la tête avec une grande précision. C'est déjà difficile pour un adulte, alors pour une fillette de 7 ans, c'est incroyable. Et la défense n'a pas cessé là. Ils ont également allégué qu'ensuite, Jérémy, le petit ami, est arrivé à la maison peu de temps après qu'Isabelle ait tiré ce coup de feu. Et pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées, il a pris l'arme des mains d'Isabelle et il a tiré sur Mike une seconde fois pour s'assurer qu'il était bien mort. Cependant, le témoignage du médecin légiste a complètement contredit cette affirmation. Mike n'avait été touché que par une seule balle et une seule balle a été retrouvée dans son corps. Sa défense a aussi affirmé que Jérémy avait dit à Lori de partir avec les enfants, ce qu'elle fit, et qu'à son retour, le corps de Mike avait disparu. Elle ignorait ce que Jérémy avait fait, où était son corps, ou ce qui s'était passé, mais Jérémy lui a ordonné de se taire. « J'ai tout géré et reste silencieuse parce que si tu parles, je ne prendrai pas la faute seule. » Mais Jérémy a témoigné pour l'accusation et il a tout nié. Il a affirmé qu'il n'était ni chez lui pendant la fusillade ni après et qu'il n'était même pas avec Lori à ce moment-là. Ils avaient rompu. Il tentait de se réconcilier avec sa femme. À un moment quelconque, lorsque vous étiez chez les Shaver, Michael Shaver était-il là? Non. À un moment donné, êtes-vous arrivé sur une scène où Michael Shaver avait été abattu? Je dis quoi? Avez-vous un jour été à la résidence des Shaver ou sur les lieux où Michael Shaver a été abattu? Non. À un moment donné, avez-vous été impliqué dans une altercation quelconque avec Michael Shaver? Non. Avez-vous tiré ou blessé Michael Shaver à un moment? Non. Avez-vous déjà aidé à dissimuler le corps de Michael Shaver? Non. Et après que l'affaire a été révélée, qu'est-il arrivé à votre seul super court? Je l'ai coupé. Puis, le 12 septembre, Isabelle, qui avait alors 15 ans, a pris la parole et elle a raconté sa version de l'histoire. Elle a commencé par raconter au jury la relation de ses parents et aussi qu'elle les avait vus se disputer à plusieurs reprises. Ça arrivait assez souvent, ils se disputaient au moins et se chamaillaient vraiment violemment, pratiquement tous les jours. Mais ça montait à ce point-là quelques fois par mois. Ce n'était pas quelque chose de rare. Ça arrivait souvent. Et à propos de ces événements, il se peut que j'ai déjà posé cette question. As-tu ressenti le besoin d'essayer de protéger ta mère d'une manière ou d'une autre? Oui, c'est vrai. As-tu perçu ta mère comme une victime à travers ces événements? Oui. Ceux qui répondent, qui se sont produits. Pour toi, est-ce que c'est devenu une réaction naturelle et automatique? Tu as parlé du sentiment en toi, de ce besoin de protéger ta mère. Est-ce que c'est devenu automatique en toi? Oui, c'est le cas.
En grandissant, oui, j'ai toujours pris la place de ma mère. Je faisais tout ce que je pouvais. Ensuite, elle a dit avoir assisté à une violente dispute entre ses parents sur la véranda de leur maison en 2016. Elle dit avoir entendu sa mère crier, a couru dans sa chambre, pris le pistolet de la table de nuit, est revenue lors de la dispute et a tiré sur son père. Elle a déclaré « J'ai pris son arme, puis je suis sortie jusqu'à la porte ». La porte était déjà ouverte et il avait encore ma mère au sol. Elle était toujours allongée par terre, il continuait à lui donner des coups de pied et je lui ai tiré dessus. Mais cette histoire comportait de nombreuses incohérences. Isabelle n'avait jamais mentionné avoir tiré sur Mike dans aucune de ses interviews avec la police au fil des années. C'est seulement lors du procès, presque 10 ans après la disparition de Mike, qu'elle affirma soudain avoir tiré elle-même. Son témoignage présentait aussi d'autres contradictions, dont une erreur de date. Elle a dit que la fusillade avait eu lieu en mai 2016, soit 6 mois après sa disparition en novembre 2015. C'était donc presque comme si elle essayait de protéger sa mère dans ces moments-là. Son témoignage était pour le moins fragile. Tu sais quelque chose sur la mort de ton père? Oui, je sais. Et est-ce que tu sais comment ton père est mort? Oui, je sais. Pourrais-tu le dire au jury? Alors, c'était un jour d'école, et je suis désolée, et il... D'abord, détendons-nous, allons-y doucement. Assurez-vous que le jury comprend bien les événements, d'accord? C'était un matin d'école. Mon frère et moi nous préparions pour l'école. Il n'était pas resté à la maison depuis un moment après avoir été expulsé. Mon frère et moi étions dans des pièces séparées. Nous étions pratiquement prêts pour l'école. Je prenais mon petit déjeuner et je regardais la télé. Nous avions ces petites tables en plastique dans nos chambres. Et je regardais la télé quand j'ai entendu des disputes. Au début, je pensais que ça venait de la télé. Et puis je me suis dit, non, ce n'est pas la télé. Donc ma chambre, c'était ma chambre, puis il y avait une salle de bain et ensuite une pièce supplémentaire. Elles étaient toutes reliées, notamment par la salle de bain, formant presque un passage. Et donc j'ai entendu, tu sais, les disputes et les cris, et ça a dégénéré. J'y allais toujours, je passais par là pour me faufiler quand j'étais là-bas. J'ai ouvert la porte de la chambre d'amis qui faisait face à la salle à manger. Et en face de la salle à manger, il y avait une porte vitrée coulissante en verre. Donc j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis et je suis restée là et j'ai vu mon père. Et il n'était pas censé être présent. Et ma mère et mon père se disputaient et ma mère est partie comme pour quitter la dispute, quitter le porche. Ils sont sur le porche. Et il l'a tiré par le bras et il l'a fait asseoir sur ses genoux sur une des chaises du porche. Il l'a gardé là, puis elle a dit « On peut arranger ça, on trouvera une solution, on s'en sortira. Ce sera différent. » Et lui, il a dit « Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y a rien à arranger. » Et il l'a poussé par terre. Il l'a poussé par terre et il a commencé à lui donner des coups de pied dans le ventre et dans le dos. Et puis il a pris son autre pied et il l'a posé sur le côté de son visage. Et elle criait. Et il disait qu'il n'y aurait pas une autre fois et qu'il allait la tuer cette fois-ci. Et j'ai entendu ma mère crier à l'aide, évidemment. Et puis il a mis son pied sur le côté de son visage et l'a enfoncé dans le sol. Et je ne l'ai plus entendu. Et... Désolée. Et... Je suis allée dans la chambre de ma mère. Et je suis allée à sa table de nuit. Je l'ai prise. J'ai pris son arme. Et... Je suis ressortie et je suis allée vers la porte. La porte était déjà ouverte. Il maintenait toujours ma mère au sol et continuait à lui donner des coups de pied. Et... je lui ai tiré dessus. Et... rien ne s'est passé. Il n'est pas tombé. Rien ne s'est passé. Ensuite, Jérémy. Permets-moi de t'interrompre un instant. D'accord, tu dis que rien ne s'est passé. Était-il debout ou assis? Il était assis sur la chaise.
Il était assis sur la chaise. Il était assis sur la chaise. D'accord. Tu lui as tiré dessus. Sais-tu précisément où tu lui as tiré dessus? Je ne suis pas vraiment sûre. Non. Tu lui as tiré dessus depuis l'arrière? Où penses-tu lui avoir tiré dessus? Je visais sa tête. Je ne sais pas où la balle est allée. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après que vous ayez tiré avec l'arme? Il était juste assis là. Je veux dire, il ne bougeait pas. Il ne s'est rien passé. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait rien du tout. Et puis, D'accord, permettez-moi d'intervenir ici et là, si je peux. Avez-vous ressenti, en tirant ce coup de feu, que c'était nécessaire ou que sinon vous auriez tué votre mère? oui. Vous en êtes sûr? J'en suis sûre. Dans votre esprit, utilisait-il ce genre de force? Oui. C'était nécessaire. Oui. D'accord. Que s'est-il passé après que vous l'ayez tiré dessus? Ou vous croyez qu'il l'a tiré dessus? Après, Jérémy est venu et Pas combien de temps? c'était juste après que ça soit arrivé. Je n'avais même pas encore eu le temps de m'éloigner, de bouger, rien du tout. Et il est arrivé, il m'a pris l'arme, et puis il lui a tiré dessus à nouveau. Et c'est là qu'il est tombé par terre. Et ma mère s'était éloignée en rampant. Il est tombé. Jérémy lui a tiré dessus. Il a dit à ma mère de nous sortir de la maison, de nous emmener à l'école et qu'il fallait qu'on parte. Nous ne devons le dire à personne. On ne peut le dire à personne. On ne peut pas appeler la police. On ne peut rien dire. Sinon, il allait me faire la même chose, à mon frère aussi, et il allait, vous savez, nous faire du mal aussi. Alors nous sommes allés à l'école. Cela semblait presque répété et incertain, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu'elle avait en fait été préparée. En réalisant maintenant que le témoignage d'Isabelle avait probablement fait plus de mal que de bien, la défense a pris une décision drastique de dernière minute. Le lendemain, Laurie, qui n'était initialement pas censée témoigner, a pris la parole à la barre. Laurie a profité de son temps devant le jury pour se présenter comme une victime de longue date des abus présumés de Mike et a de nouveau affirmé qu'elle l'avait été. Elle avait demandé le divorce sans preuve légale. Elle a ensuite livré sa version de la mort de Mike, relatant un récit quasi identique à Isabelle. Mike serait rentré à l'improviste ce matin-là, aurait attaqué violemment, puis aurait été tué lors de la lutte. Je le voyais assis dehors sur la terrasse, depuis la fenêtre de la cuisine. Alors je suis sortie là-bas et nous avons commencé à parler et la situation s'est envenimée. Et je suis retournée à l'intérieur parce que ça ne menait nulle part et il ne partait pas. Et j'ai ouvert la porte-fenêtre pour rentrer. Et quand j'ai fait ça, il a attrapé mon pouce et l'a écrasé contre la porte-fenêtre. Il y avait l'empreinte de mon pouce sur cette porte-fenêtre. Il m'a attrapé par le bras et m'a tiré sur ses genoux. Et la chaise la plus éloignée, je sais, je n'ai pas de photo devant moi, mais la porte-fenêtre coulissante, il y avait comme un poteau et il y avait une petite table de bistrot devant nous. De ce côté-là, je suppose, devant la porte-fenêtre coulissante, il y avait une chaise. Donc, il m'avait tiré sur ses genoux. Il me tenait dans ses bras. Et à ce moment-là, j'essayais juste de le convaincre. Genre, d'accord. Je sais, on va régler ça. Qu'est-ce qu'il te dit pendant tout ça? Laurie? C'est moi qui parlais à ce moment-là. J'avais peur. C'est pour ça que je disais, d'accord, on peut arranger ça, parce que c'est ce que je faisais à chaque fois, parce que j'avais peur. Je suis sur ses genoux, il me retient. Et puis il m'a poussé par terre. D'accord. Quand il te pousse par terre, est-ce qu'il fait quelque chose d'autre? Après m'avoir poussé par terre, il m'a donné des coups de pied dans le ventre. D'accord. En supposant que tu étais enceinte ou quelque chose comme ça? Oui, je lui avais déjà dit avoir avorté. Et à ce moment-là, je criais. D'accord. Est-ce qu'il te menace de te faire du mal, de te blesser gravement?
Oui, enfin, il a dit pas cette fois et que je n'allais pas m'en sortir. D'accord. Pas cette fois. On avait déjà vécu beaucoup d'événements, mais ce n'était pas la première fois. Il m'avait déjà braqué avec une arme au public s'acclama. Ce n'était pas la première fois. N'en parlons pas. À des événements précédents. D'accord? Oui, je suis désolé. Donc tu es au sol. Et il est en train de te donner des coups de pied. Dans le ventre? D'accord, te donne-t-il de forts coups de pied? Oui. Très fort. Fait-il des... A-t-il fait des déclarations menaçant de vous tuer ou similaires? Oui. D'accord. Parle-t-il d'une manière... D'accord. Parle-t-il de façon compréhensible pour les enfants? Oh oui, nous l'étions toutes les deux. D'accord. Je criais. Quel est le prochain souvenir dont tu te souviens? La prochaine chose que je vois, c'est... Je ne peux même pas dire que je l'ai vu. Je l'ai plus ou moins entendu. Et puis, je crois que je l'ai vu. À qui fais-tu référence en disant « elle » ? Isabelle. Isabelle. Qu'est-ce qu'Isabelle fait? Elle avait tiré un coup de feu. Ah, maintenant, quand Isabelle tire ce coup de feu, est-ce que tu vois où il s'est logé dans Michael ou quoi? Je ne pouvais pas. Où es-tu après qu'Isabelle ait tiré avec l'arme? Je suis toujours au sol. Et Michael? Quel est le prochain souvenir dont tu te rappelles? Le prochain souvenir dont je me rappelle, c'est d'avoir vu Jay. Jeremy. Et d'entendre le coup de feu pratiquement au même moment. Est-ce qu'il se passe beaucoup de temps entre les deux? Isabelle tire avec le pistolet. Non. Ça m'a paru durer une éternité, je me souviens l'avoir regardé. Aviez-vous déjà quitté le sol? Non. Non. Je ne l'avais pas fait. Michael était toujours assis sur la chaise. Après que Jay arrive, vous entendez Jay tirer avec l'arme à feu. Et après que Jay ait tiré avec l'arme à feu, qu'entendez-vous ou qu'observez-vous ensuite? Eh bien, à ce moment-là, j'ai commencé à ramper pour m'éloigner, mais Michael est tombé en avant de la chaise. En avant de la chaise? De la chaise. C'était après que Jérémie ou Isabelle ait tiré? Jérémie. Après que Jérémie ait fait ce tir et à Michael, qu'est-ce qui se passe après ça? Yo. Je me suis levée, nous sommes entrés dans la maison et dans la chambre d'Isabelle. Et... Qui a l'arme, alors? Je ne l'ai pas. Je ne me rappelle pas qu'il avait l'arme. Je ne sais pas. Il était le dernier avec l'arme. D'accord. Je ne savais pas ce qui allait se passer après, mais je voulais sortir les enfants. Le seul endroit où je pouvais les emmener était l'école. Ce n'était pas très loin. Donc tu emmènes les enfants à l'école, puis tu reviens à la maison. Est-ce que Michael est là? Non. Est-ce que Jay est là? Non. Non plus. Non plus. Nous avons discuté avec Hayden. Je me souviens de ça. Il avait clairement entendu du bruit. Et il ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne l'a pas vu. Il était dans sa chambre qui se trouvait à l'autre bout de la maison. Et je venais de lui dire, ton père est parti pour très très longtemps. Et j'avais laissé entendre qu'il allait en prison.
Maintenant, avez-vous vu des trous fraîchement creusés sur la propriété en vous promenant ou en vous déplaçant au-delà de ce point? Non. Quand Jérémie a dit « Je vais m'en occuper », aviez-vous une raison de croire que le corps se trouvait sur votre propriété? Non, jamais. Il n'y avait aucune chance qu'il ait pu faire ça. Je n'étais pas partie assez longtemps pour qu'il puisse découvrir les dimensions. Non. Mais l'accusation continuait de riposter. Je veux dire, l'adresse IP, les cartes de crédit, les messages textes et sur toute la propriété de 5 pieds, elle a justement coulé une nouvelle dalle de béton directement à l'endroit où le corps de Mike était enterré. Quelle est la probabilité? Si tu ignorais où il était enterré, pourquoi avoir coulé la dalle à cet endroit? Une coïncidence? Non, c'est clairement une dissimulation. Et à la fin, ils ont simplement soutenu la vérité toute simple. Son histoire ne tenait pas debout. Les faux messages, la trace de l'argent, le projet de béton, tout ça. Tout menait à la même conclusion. Laurie avait tué Mike et elle avait passé des années à essayer de le dissimuler. Le 13 septembre 2024, après 4 heures de délibération, le jury a reconnu Laurie coupable de meurtre au second degré avec une arme à feu. Elle a été acquittée du chef de complicité après coup, mais 2 mois plus tard, en novembre 2024, à l'âge de 42 ans, elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Laurie n'a pas parlé à son audience de condamnation, mais dans une lettre de 14 pages au procureur, elle a accusé Jérémie du meurtre et affirmé son innocence. Je trouve intéressant qu'elle ait ensuite changé d'avis, passant de Jérémie à sa fille, puis revenant à Jérémie. Ça n'a tout simplement aucun sens. Pendant ce temps, son nouveau mari, Travis, croit encore aujourd'hui que Laurie est innocente et qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Mike. Mais beaucoup de gens sont partagés là-dessus. Certains pensent que peut-être sa fille l'a fait. Je ne le pense pas. Sincèrement, au plus profond de moi, je ne le crois pas. Beaucoup de gens pensent que Laurie l'a fait et certains pensent même que Jérémie l'a fait. Donc, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais c'est l'un de ces cas qui vous marque non seulement à cause de tous les rebondissements, mais aussi à cause du temps qu'il a fallu pour que la vérité éclate enfin. Et ça nous rappelle que la justice n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle est enfouie, littéralement et au sens figuré pendant des années. Mais quand la vérité finit enfin par éclater, au moins elle apporte un peu de paix à ceux qui sont restés. Comme l'a dit sa famille, parce qu'ils l'ont dit mieux que personne, ils ont dit « Michael ne sera jamais oublié ». Nous pouvons être en paix en sachant que l'histoire est connue de tous. Et cela, encore une fois, est tellement puissant. Et cela nous rappelle pourquoi nous parlons de ces affaires et de ces histoires. La famille veut s'assurer que ces histoires soient connues de tous, que sa voix ne soit pas oubliée. Il était un père, il était un fils. C'était un homme formidable, à condition que les accusations de maltraitance soient fausses. Même si c'était le cas, cela ne justifie pas son assassinat, mais vous voyez l'idée. Mais maintenant, même avec Laurie derrière les barreaux, c'est comme si des questions subsistaient encore. Pourquoi Isabelle a-t-elle témoigné de cette façon? Que s'est-il passé ce jour-là? Laurie a-t-elle agi seule? Ou bien y a-t-il encore plus dans cette histoire que nous ne saurons peut-être jamais vraiment? Alors dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires sur Spotify ou dans la section des avis sur Apple, ou si vous regardez ceci sur YouTube, dans la section des commentaires. J'aimerais connaître vos avis. Je sais que celle-ci était vraiment folle, mais je vous remercie d'avoir écouté l'histoire de Mike et de permettre à sa voix de continuer à être entendue. Nous verrons si Laurie refait parler d'elle. Sa condamnation étant récente, je pense que oui, mais restez attentifs pour la suite. Très bien, merci encore à tous d'avoir écouté, j'espère que vous passerez une excellente semaine. Je vous retrouve jeudi pour les faits marquants de l'actualité et un tour d'horizon du True Crime de la semaine. Je reviendrai lundi prochain pour une analyse. D'ici là, soyez gentils. Ne tuez personne. Répétez après moi, vous connaissez mon nouveau mantra. Il suffit de divorcer, n'est-ce pas? Restez prudents. Au revoir, les amis.